Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de votre émission Trésor de Sarthe sur RCF Sarthe et on vous présente aujourd'hui un lieu atypique dans le sud-est de la Sarthe à la Chartre-sur-le-Loir, un lieu qui s'appelle la Maison Courtin au 18 rue Nationale et nous sommes avec Grégoire Courtin qui vient tout juste d'ouvrir cette maison. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bien, racontez-nous un peu l'histoire de ce lieu. Alors, c'est une ancienne quincaillerie que vous avez repris pour en faire un véritable musée, un cabinet de curiosités. Racontez-nous tout ça. Eh bien, tout à fait. La bienvenue chez Charles Pelletier. Charles Pelletier, il était droguiste à Angers et il s'appelait Charles Pelletier depuis le XVIIIe siècle, de père en fils. Charles Pelletier, Charles Pelletier, Charles Pelletier. J'ai l'arbre généalogique qui en témoigne. Et donc, celui qui nous intéresse, c'est le Charles Pelletier qui est né en 1845 et qui est mort dans sa boutique en 1900. Il tombe sur un échafaudage et il meurt. Sa veuve reprend l'affaire et elle appelle Charles Pelletier le 5e du nom à la rescousse, qui était lui basé à Château-Gontier. Et là, j'ai récupéré toute la vie de ce cher Charles Pelletier. On a sa montre en or dans mes vitrines, on a toutes ses publicités, on a même le collier du chien Charles Pelletier à la palette d'or. Il avait fait la guerre 14-18, donc on a toutes ses histoires et ses correspondances, on a son permis de conduire, ses brosses. Et 20 ans plus tard, il décide de vendre sa quincaillerie, brosserie et marchand de couleurs. Et là, un certain Pierre Lannes est intéressé pour lui racheter sa société. Et Pierre Lannes demande des renseignements à la banque. Et j'ai sous les yeux la lettre du Crédit du Commerce qui donne donc les renseignements sur M. Pelletier. Et cette lettre dit « Ancienne droguerie brosserie 74 de Maille à Angers, autrefois exploitée par M. Pelletier père, puis par sa veuve Pelletier, à laquelle a succédé vers 1903 son fils M. Charles Pelletier, le titulaire actuel. Monsieur Charles Pelletier fils fait un bon petit chiffre d'affaires. Son commerce semble prospérer. On le dit riche et propriétaire dans l'immeuble dans lequel il est installé 74 rue de Maille à Angers. C'est un commerçant sérieux, honorable, de bonne moralité. Je répète, de bonne moralité, parce que ça devient rare. Qui tient bien ses engagements et inspire confiance pour entrer en relation. On lui accorde un bon petit crédit. Charles Pelletier vend sa boutique à Pierre Lannes, mais Pierre Lannes tombe amoureux de la fille de Charles Pelletier. Ça aurait été trop simple autrement. Et elle s'appelle Charlotte Pelletier. Et ils se marient, ils reprennent l'affaire, et on a de l'autre côté donc toute la vie de Pierre Lannes et Charlotte. Ils se marient au Lutetia le 6 février 1928 à Paris. On a les factures du Lutetia, le menu du jour, on a tout, quoi. Les lettres d'amour, où Pierre Lannes lui demandait « Est-ce que je pourrais te caresser la main ce week-end ?» Ça a marché. C'était l'accroche pour séduire la fille Pelletier. Racontez-nous, vous, du coup, comment vous en êtes arrivé à récupérer tout ça, en fait, toutes ces brosses, toute cette quincaillerie. Eh bien, c'est par le bouche à oreille. J'ai entendu que 2 brocanteurs avaient vidé cette quincaillerie à Angers et je me suis mis en piste. J'ai fait mon travail de chasseur et j'ai réussi à trouver toute cette quincaillerie qui était complète, qui avait fermé en 1975. Et là, on a toutes les brosses. On va commencer par les brosses pour le ménage, les brosses à tête, donc les brosses à cheveux, les brosses pour nettoyer les peignes. On a la tête de loup, ils appelaient ça un arrêt noir. Nous avons les stocks de Charles Pelletier, avec toutes les éponges naturelles qui étaient toujours stockées dans la cave, rapport à l'humidité, mais parce qu'elles étaient vendues au poids. Donc c'était beaucoup plus lourd et donc c'était plus cher. Les balais en soie de sanglier, les brosses pour le ménage, enfin toutes sortes de brosses. Les plumeaux en plumes d'autruche, là où nous avons les plumes en plumes de vautour, qui étaient à l'air libre, donc les mythes se sont régalés. Et en dessous, on a les plumes d'autruche. Là, nous avons la brosse métallique. Derrière vous, les brosses en chien-dent. Donc, qui étaient à base d'eau pour faire la vaisselle, le linge, le sol. Nous avons les brosses à barbe, alias blaireau. Des brosses à badigeon, puisque le rouleau est arrivé en 1960 en France, du Canada. C'est assez récent. Enfin, récent, 63 ans. Nous avons le balai du cantonnier. Les brosses à dents, avec une infirmière habillée de blanc pour que les rayons, avec des rayons X pour que les dents soient plus blanches que blanches, ça s'appelle du marketing. Nous avons les brosses de Charles Pelletier et de Pierre Lannes, la brosse à dents interchangeable. Nous avons les brosses à ongles, les brosses à chaussures, brosses à vêtements, brosses pour les meubles, brosses pour le corps, la brosse pour le billard, la brosse pour les persiennes, la brosse pour le cheval, la brosse pour le parquet, la brosse pour le velours, les patins qu'on mettait sous les pieds pour faire briller le parquet. On disait « mets tes patins », toujours avec un terme un peu sec comme ça. Voilà pour tout ce qui est la brosse. Ouais, donc une véritable pièce dédiée aux brosses de la famille Pelletier qui vont en fait du fin 19e jusqu'aux années 60-70. Ça a fermé en 75. Donc quand même des vraies années, depuis 1820. Maison de couleur depuis 1820, droguerie.
toutes ces brosses, elles retracent en fait l'histoire de ces époques-là, de ce siècle, on peut le dire. Exactement, exactement. Et donc c'est une des 5 pièces de ce musée, la première pièce de cette maison Courtin. Évidemment, il y en a d'autres. Eh bien, on va continuer à faire le tour peut-être. Eh bien, tout à fait, suivez-moi. Bienvenue là chez Victor Danto. Là, c'était à Sillé-le-Guillaume, à 20 km au-dessus du Mans. J'ai trouvé les portes qui étaient démontées dans la cave. J'ai trouvé l'enseigne qui était dans le grenier. J'ai trouvé le sol qui était aussi dans la cave. Victor Danto. Et là, bienvenue dans une chapellerie complète de 1920. On a même l'odeur, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir la sentir dans le micro. Moi, je la sens. Évidemment, à l'antenne, c'est difficile, mais c'est vrai qu'il y a une vraie odeur d'antimite, c'est ça. La naphtaline, qui est maintenant interdite à la vente, mais ça, c'était l'antimite de chez Charles Pelletier, le droguiste, à côté. Donc là, nous avons tous les chapeaux. Nous avons les meubles qui en viennent. On a les chapeaux melons, les feutres, les chapeaux en paille, les canotiers, les panamas, les bibis, les casquettes universitaires, les chapeaux claques, les feutres masculins, le béret et la casquette torpedo, la casquette des gens chics. Et les canotiers, ça fait sens, hein. On est sur le Loir, ici à la Chartre, donc forcément ça va avec le lieu. Exactement. Et ici, vous avez devant vous là des peintures sur des tissus qui étaient pour protéger le chapeau de la lune et du soleil que l'on baissait le soir ou l'après-midi. Les consoles en viennent, les meubles derrière moi en viennent, la grande casquette publicitaire en vient. Et Victor Danto était un as de la communication. Il adorait la communication et il s'amusait à faire toutes sortes de poèmes sur les chapeaux ou des petites lettres de marketing comme ça. Et si on regarde ça, on s'aperçoit qu'il y a eu un problème chez Victor Danto. Il y a eu un enlèvement extraordinaire sur votre automobile d'un jeune homme et d'une jeune fille disparu avec la somme de 100 000 francs de chez Danto. Et si vous prenez le temps de lire doucement, vous voyez que l'enlèvement rapide des nouveautés de la saison me fait un devoir de me rappeler à votre beau souvenir et m'engage à donner à ma nombreuse clientèle le conseil de venir faire ses chats si elle veut profiter d'un choix vraiment extraordinaire pour être bien coiffée. Malgré l'arrivée journalière des marchandises sur la dernière création, elle s'enlève aussi vite que sur voiture automobile. Tout le monde en veut qu'il s'agisse aussi bien d'un jeune homme et d'une jeune fille que de leurs parents. À première vue, on est convaincu des avantages offerts par la maison par le choix considérable, la qualité et ses prix défiant la concurrence des plus importantes maisons de la région de l'Ouest. Les ennuis d'être mal coiffés sont disparus avec la somme de quelques francs à la grande chapellerie populaire surnommée avec raison par tout le monde aux 100 000 chapeaux. On y trouve toutes les coiffures désirables et de bon goût pour dames, fillettes, hommes et enfants. Dans toutes les conversations, on entend dire « Mais d'où viens-tu donc ?» Mais ça ne se demande pas, je viens de chez Danto. Et comme on ne jetait rien, on faisait la comptabilité derrière les feuilles. Un chapelier, mais aussi un vrai publicitaire avant l'heure, Danto. Un as de la communication. On a encore plein de petites publicités qui sont sous vos yeux, là, avec des limpins que l'on jetait dans des machines pour qu'elles se transforment en chapeaux. On a toute sa vie de ce monsieur-là aussi. On a toute sa comptabilité, on a toutes ses cartes de visite, on a toutes ses publicités, les tampons encreurs, les crayons qui étaient en forme de chien. J'ai envie de vous poser la même question que tout à l'heure dans la pièce des brosses. Comment vous en êtes venu, en fait, à récupérer tous ces chapeaux à Sillé-le-Guillaume ? Eh bien, écoutez, c'est le bouche à oreille. Encore une fois, le bouche à oreille et la curiosité qui me fait amener à ces objets, à les sauver, soit du feu ou de la dispersion. Et j'essaie de garder ce patrimoine, de sauver ce patrimoine de notre France d'il y a 100 ans. Donc c'est vraiment le bouche à oreille, le bouche à oreille, le bouche à oreille, parler. Et justement, ce musée, je pense, va me donner peut-être la chance de trouver encore de nouvelles merveilles. Alors des nouvelles merveilles, on a parlé des brosses, on a parlé des chapeaux, donc c'est 2 pièces sur les 5 qui composent cette maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre à suivre ? Eh bien, on repart chez Charles Pelletier à la Palette d'Or, puisqu'il était aussi marchand de couleurs. Donc il y a toute sa section marchand de couleurs. Et bien là, on est dans la pièce marchand de couleurs. Donc vous avez à votre droite là-haut la Palette d'Or, l'enseigne d'époque qui était à l'extérieur. En dessous, vous avez donc des petits bocaux 19e avec tous les pigments. La table qui se trouve en dessous se trouve où il y a les pigments qui étaient dans les boîtes avec les pinceaux, les poils de martre. On pouvait donc écraser ces pigments. Les palettes. Nous avons les boîtes de peinture à votre droite aussi. Les mannequins de peintre articulés. Les fusains, des pinceaux, encore des mannequins de peintre, les mètres, les encres, les aquarelles, les éponges naturelles. On a encore l'enseigne qui était à l'intérieur, la Maison des Beaux-Arts depuis 1820, le Bolduc, une vieille afficherie Paulin, les mannequins de peintre grandeur nature, féminin, les vieux albums
de tous les pinceaux pour pouvoir les choisir. Enfin, j'ai tous les albums aussi, le Franc-Bourgeois. Dans ce petit meuble, il y a tout le stock aussi, ancien mais neuf, de chez Charles Pelletier. Quand on est dans cette pièce, ben on se rend compte évidemment que tout ce matériel n'est pas d'aujourd'hui, mais il y avait vraiment des magasins dédiés aux couleurs à cette époque-là, il y a 100 ans. Et effectivement, il y en avait partout, comme les chapelleries, il y en avait dans tous les villages, il y en avait 3 ou 4, même voire 5, enfin, dépend de tout le monde était chapeauté, on ne pouvait pas sortir en cheveux, c'était pas possible, ça c'était mission impossible. Et pareil pour les peintres, ils allaient faire leur peinture, ils allaient choisir leur pinceau, et il y en avait partout. Aujourd'hui, la dénomination magasin de couleurs, en fait, ça n'existe plus, on peut le dire. Ah si, ça existe encore, il y en a encore à Paris, il y a encore Sennelier, encore des grandes institutions comme ça qui perdurent, mais dans les villages, il y en a encore un tout petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Puis comme vous l'avez dit, votre vocation, c'est vraiment retrouver ce patrimoine, même le restaurer, j'ai envie de dire. Ah, je le restaure pas, je le sauve, j'essaie de le figer dans le temps et j'essaie de le garder et de le partager avec le plus grand nombre. Et je dois avouer que les jeunes sont assez contents, les personnes âgées sont ravies. Enfin, tout le monde pour l'instant est content. Bonne réaction du public. Donc ça, c'est pour le cabinet de couleurs. Il y a un autre coin à voir à côté ? Oui, il faut aller chercher la lumière. Nous avons trouvé la lumière. Et oui, et là voilà la lumière qui vous éclaire pour commencer une table de dissection, qui est très agréable pour dormir, pour se reposer, parce qu'elle est toujours fraîche. Si vous mettez la main dessus, elle est toujours fraîche. Ensuite, nous avons donc des cabinets de curiosité, plein de choses sur l'histoire naturelle, la médecine et toutes sortes de choses curieuses. Donc des médicaments anciens. Nous avons un véritable bonnet d'âne ici. Nous avons en haut en papier mâché, une guêpe en papier mâché pour apprendre la dissection aux élèves. Ici, vous avez un petit bébé aussi en papier mâché pour apprendre la même chose, du docteur Louis Ozou. En bas, là, vous avez un bras d'un pauvre homme de la guerre 14-18, une prothèse qui était articulée, qui avait des systèmes pour pouvoir bloquer le pouce. Nous avons ici une petite boîte pour calibrer les pierres précieuses. On tournait, il y avait différents tamis, c'était pour calibrer les pierres précieuses. Ceci n'est pas une pipe, c'était des cornets acoustiques pour mieux entendre, c'est l'époque du sonotone là. Des ampoules Ariane X, des ventouses, on a le Cocofest, la graine la plus grosse du monde, on comprend pourquoi elle s'appelait comme ça. Un bas de masque japonais, on a des travails de compagnons, et ici ce petit morceau d'os, c'est un client qui n'a pas payé. Donc, le reste d'un client qui n'a pas payé, des instruments de mesure, des livres anciens, une vieille échelle de bibliothèque. Histoire naturelle, un vieil alguier avec de vieilles algues, par exemple, qui vient du Brésil de 1833, des herbiers, un filet à papillons, des écorchés en plâtre, le plus beau livre d'anatomie qui existe, 19e, alors c'est pas très gai, hein. C'est là où on s'aperçoit qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. Bon, c'est pas très gai. C'était sans douleur, je pense pas. Vu la taille des ustensiles, je ne pense pas non plus. Oui, donc là vous avez les coupes, vous avez donc des couteaux pour opérer, la scie pour couper, encore un petit bonhomme en papier mâché du docteur Ozou, le sablier, enfin un cabinet de curiosité en tant que tel, des fossiles. Alors là, un monsieur plus fou que moi qui a collectionné toute sa vie les fossiles, monsieur Duverieux. Et là, il y en a beaucoup, hein. Tout numéroté, tout répertorié. Il y en a des microscopiques. Et ça représente quoi, ces fossiles ? Tous ces fossiles, ce sont des coquillages qui viennent apparemment de la région de Poitiers. Donc, monsieur, il faudrait que je te mette un petit coup de brosse, parce qu'il y a beaucoup de poussière quand même. Hein. Une potence pour un squelette que je n'ai toujours pas, mais j'ai la potence. Okay. J'attends qu'il y ait un don d'un client de son corps. Vous avez, si on lève la tête, un dauphin qui était dans une exposition dans un musée aussi, qui vole dans les airs. Voilà pour ce qui est du cabinet de curiosité. Donc là encore, plein d'objets divers et variés. Encore une fois, comment vous les avez récupérés et entassés, ces objets-là ? Alors je dois dire que ces objets-là c'est beaucoup plus facile que les boutiques qui sont complètes. Là, c'est des choses que j'accumule au gré des brocantes, au gré de chez mes confrères. Et donc j'achète ça et j'installe ça dans mon cabinet de curiosité. C'est beaucoup plus facile que de trouver des boutiques complètes. Et ça représente bien des années à vous balader, à chiner à droite à gauche. Oui, ça représente 10 bonnes années de chine le dimanche matin sur les brocantes. Ça, c'était pour le cabinet de curiosité. Il y a une 5e pièce à découvrir. Alors, pièce qui sert d'entrée au musée.
Oui, tout à fait. Ici, c'est une pièce qui qui ne va pas rester figée comme ça, mais comme j'ai un manque de place et que c'est déjà flagrant, je mets quand même des curiosités ici. Par exemple, cette boule, on a l'impression que c'est tout simple, mais c'était une loupe de dentelière. On travaillait derrière, on mettait de l'eau, ça faisait un effet loupe. On a des gros œufs en grillage. On a l'impression que c'est pour faire de l'escrime, mais c'était pour protéger sa poire et son raisin dans son verger, pour manger ça en bon état. Nous avons des lampions, une collection de lampions comme dans les vieux bazars avec des vieux cerfs-volants. Ça me fait rêver aussi un petit peu. Là, c'est un petit peu de bazar. On a l'impression de voir deux tirelires et que c'est religieux, mais c'est ni religieux ni des tirelires. Ce sont pour mettre les lames de rasoir usagées chez le coiffeur, pour ne pas se blesser, pour ne pas les laisser traîner. Nous avons une canne que je ne peux pas décrire par le micro parce qu'autrement ça va donner une réponse à tous mes futurs visiteurs et ils vont tricher après. D'accord. Donc ils viendront voir ça, des cannes séditieuses. Vous gardez un peu de mystère dans votre collection. Et là, nous avons une collection d'Aston Martin qui ont fait les 24 heures du Mans, des miniatures au 1,43e. Donc on parle de 1926 à 2021 et elles sont toutes en modèle réduite là et fabriquées par mon papa. Je les ai préemptées pour les 100 ans des 24 heures du Mans. Votre papa qui est un grand passionné de voitures anciennes et collectionneur de voitures miniatures. Que d'Aston Martin. Que d'Aston Martin. D'accord. Et donc il s'est entrepris de faire toutes les Aston Martin qui étaient sorties dans le monde. Donc sous vos yeux, vous avez les 200 des 24 heures du Mans. Donc, évidemment, avec le centenaire qui approche, vous ne pouvez pas passer à côté. Bah non, je ne peux pas passer à côté. J'espère que l'Hôtel de France m'enverra nombre de clients qui sont passionnés de voitures anciennes. Vous risquez d'en voir, parce que le public est annoncé nombreux pour ce centenaire. Donc ouais, une véritable collection, on l'a dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres objets qui rappellent bien l'esprit garage, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Il y a aussi ce monsieur Norton qui était champion du monde sur moto et qui habitait à Ruillé. Ses deux fils habitent Ruillé et m'ont donné ses photos et toutes ces peintures pour faire hommage à son papa qui donc qui avait battu le record en 1947 à Montlhéry. En 24 heures, il avait fait 2058 km, c'est marqué là-haut. Et le grand-père était importateur Norton. Toujours des thèmes, quoi. J'essaie de trouver des thèmes et des corners de tranches de vie. Donc avec aussi de vieilles bouteilles d'huile, hein. On voit la graisse Renault Rose notamment. Ah oui, la graisse Renault Rose. Et puis en haut, que ça ne pourrait plus exister aujourd'hui, des huiles Négroléo, vraiment, c'était un terme d'une autre époque, hein, on va dire. Et puis tout ce qui est aussi bougies, éclairage, de vieux vélos également, oui. On les voit. Oui, de vieux vélos, j'aimerais bien en trouver plus de vieux vélos, vieux vêtements. Je suis toujours à la recherche, surtout en ce moment, de vieux vêtements. Vieux vêtements de travail, j'ai l'impression qu'ils vont plus à la déchetterie que chez moi. Donc j'essaie de me mettre en quête pour trouver les vieilles bio de boucher en ce moment. C'est ça ma mission. Vous avez déjà énormément de pièces, mais vous êtes toujours en recherche. Vous ne vous fatiguez jamais. J'ai l'impression que j'ai rien. Donc je pense que c'est une maladie. J'ai l'impression de rien avoir. J'en cherche tous les jours. Racontez-nous comment vous est venue un peu cette passion de la brocante. C'est vraiment quelque chose qui vous anime depuis tout petit en fait. Oh, ça m'anime depuis, oui, fort longtemps, hein. Mais ma maman étant antiquaire à Vendôme, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Elle m'a toujours habitué à avoir de jolies choses et à me poser des questions sur les objets. Et donc, tranquillement, j'ai dérivé et je dois dire que maintenant, je suis un petit peu envahi par tout ce nombre d'objets et tout ce nombre d'histoires, mais ça me passionne et il y en a d'autres, c'est d'autres problèmes. Mais bon, celui-là, c'est la collectionnite. On dit souvent que chaque objet a une histoire. Vous le constatez à chaque fois que vous trouvez quelque chose? À chaque fois. Et ce qui me fait vraiment rêver, c'est de me dire que les gens ont travaillé la semaine pour pouvoir s'acheter un chapeau et qu'ils allaient aller chez Victor Danto s'acheter un chapeau en fin de semaine en se disant « Chérie, je vais aller m'acheter mon chapeau pour être le plus beau samedi soir pour aller danser ». Et ça, je dois dire que ça me fait rêver, quoi. Est-ce qu'il y a des priorités dans vos recherches? Quelque chose que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir? Non, j'ai aucune priorité. La priorité, c'est que ça n'aille pas à la déchetterie, quoi. C'est de les sauver. Alors après, n'importe quel est le circuit, mais la priorité, c'est ça. C'est sauver tout ce qui est sauvable
et faire attention de ne pas acheter des choses qui sont à mes yeux inestimables. Inestimable, d'où l'idée d'en faire un musée, oui. Finalement. Un petit musée d'art populaire de notre France d'il y a 100 ans. Et effectivement, mon départ, je suis brocanteur, donc mon métier c'est d'acheter et de revendre. Mais là, j'essaie de sauvegarder ça parce que j'ai l'impression qu'on va plus en voir beaucoup des chapelleries complètes en 2023 et puis au XXIe siècle. Donc vous allez toujours aller sur les routes pour chiner, trouver de nouvelles choses à exposer, de nouvelles histoires à raconter. Toujours sur les routes et toujours dans le bouche à oreille. Donc j'espère qu'on va m'appeler, que le téléphone va beaucoup sonner pour me dire « Ah, tiens, j'ai une enseigne de chapelier que je cherche. » Tiens, je cherche aussi une enseigne de coiffeur, qui était une boule dorée en zinc doré avec une queue de cheval en dessous. Et ça, les gens ne connaissent pas, mais je cherche encore cet objet. Hier, j'ai trouvé, ça faisait 20 ans que je le cherchais, une jolie boîte de bonbons pour Pâques qui était en forme de poisson en carton bouilli, peinte à la main. Et ça y est, j'ai enfin trouvé cet objet que je convoitais depuis longtemps. Vous avez aussi quelques idées précises dans les objets, parce que forcément, ce ne sont pas des choses qu'on voit tous les jours. Ah non, c'est sûr que je ne peux pas tout prendre non plus, donc j'ai une sélection. Et ce qui me fascine beaucoup, c'est tous les métiers début 20e, tout le savoir-faire et tous les artisans, tout ce qui est tout notre patrimoine, notre petit patrimoine, mais plutôt du travail des artisans et des métiers, des commerces. Sauvegarder ce patrimoine et donc le montrer. Si on veut visiter ce musée, comment est-ce que l'on peut faire? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe tous les week-ends, surtout l'après-midi, plutôt l'après-midi que le matin. Je suis à Tours, j'ai une petite boutique à Tours de brosses, spécialisée dans les brosses. Et l'après-midi, donc la visite dure à peu près 20 minutes. Ça coûte 8 € et c'est préférable de prendre rendez-vous parce que je commence déjà à être débordé un petit peu. Et comment on prend rendez-vous alors? Eh bien, en me téléphonant au 06 76 61 47 54 ou en me mettant un message, un SMS, c'est quand même beaucoup plus simple et parce qu'on ne capte pas très bien ici. On est encore dans les années 50. En tout cas, j'encourage toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à venir découvrir cette pépite, j'ai envie de dire, ce musée et donc cette maison Courtin à la Chartre-sur-le-Loir. Vous allez découvrir plein de belles choses, plein d'objets anciens et plein d'histoires que Grégoire Courtin, j'imagine, se fera un plaisir de vous raconter. Merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir fait cette visite un peu exclusive, j'ai envie de dire, puisque j'étais tout seul pour venir vous voir aujourd'hui de cette belle maison. On vous souhaite bon courage dans cette aventure. Eh bien, merci et à très vite pour de nouvelles aventures.